Par une nuit glaciale, une maison s'embrase avec un homme à l'intérieur. Les enquêteurs soupçonnent son épouse d'avoir déclenché volontairement un incendie criminel. Elle est arrêtée et comparée devant un tribunal. Alors qu'elle s'apprête à être lourdement condamnée, un expert de la police réinterprète les indices et remet tout en question. Bonjour. Face à la duplicité et au machiavélisme de certains meurtriers, nombre de crimes resteraient impunis. Heureusement, grâce aux interventions des experts de la police scientifique, des traces apparemment anodines peuvent se transformer en pièces à conviction et faire en sorte que justice soit rendue. Jackson est une ville de Géorgie où il fait habituellement chaud toute l'année. Mais en janvier 2003, la ville est frappée par une vague de froid et la température descend en dessous de 0 degré. Les producteurs d'agrumes utilisent des poêles à pétrole pour protéger leurs orangers. Jean et Jim Long utilisent un de ces poêles dans leur atelier pour que les conduites ne gèlent pas. Hélas, les choses tournent mal. Lorsque les pompiers arrivent, toute la maison est en feu. Jean a pu sortir, mais son mari, Jim, est coincé à l'intérieur. Mon beau-père est venu nous réveiller. Il m'a dit... la maison de ton père brûle. Ça a l'air sérieux. Elle était totalement embrasée. C'était une vision horrible. Les pompiers fouillent les alentours de la maison, mais rien n'indique que Jim ait pu s'échapper. J'espérais que mon père allait sortir. Mais... non. La maison des Long est mitoyenne d'un atelier où Jim entrepose son matériel d'élagage. Il est lui aussi en flammes. Une fois l'incendie maîtrisé, les pompiers scient le revêtement de tôle et découvrent le corps de Jim Long, 53 ans. Sur le moment, on n'y croyait pas. C'était un vrai cauchemar et on voulait se réveiller. Jean est transportée à l'hôpital où elle est soignée pour des contusions sans gravité, notamment une au menton. Elle raconte aux policiers que son mari tentait de remplir leur poêle à pétrole quand soudain, tout a explosé. Il était en feu et elle a essayé d'éteindre le feu avec ses mains, mais ses gants se sont enflammés. Jean prétend que paniquée, elle a couru chez elle pour appeler les pompiers. Sur les lieux du drame, les enquêteurs découvrent les restes du poêle. Mais le jerrycan est retrouvé à l'extérieur de l'atelier, en parfait état, ce qui contredit les dires de Jean. Et le commandant, Mike Overby, estime que la position du corps de Jim est inhabituelle pour une victime d'incendie. Il avait les jambes allongées et les bras écartés au-dessus de la tête. Pour moi, sa position laissait penser qu'on l'avait traîné jusque-là. C'est la première chose que j'ai remarquée. Il n'était pas dans la position fétale qu'on voit d'habitude dans les incendies. Overby découvre également des traces de liquide autour du corps de Jim, le genre de traces que laisse un produit accélérant. Selon lui, ça laissait supposer que James Long était allongé par terre quand on a versé intentionnellement de l'essence ou un autre accélérant sur lui avant de le faire brûler. L'autopsie de Jim Long apporte des indices supplémentaires. En effet, en constatant que la quantité de poussière, de suie et de fumée retrouvée dans les poumons de la victime est très faible, le médecin légiste en conclut que Long était déjà inconscient avant que l'incendie ne se déclenche. Les substances chimiques qu'on trouve chez les victimes d'intoxication par la fumée n'étaient pas en quantité suffisante dans le sang de M. Long pour l'avoir tué. Il avait respiré de la fumée, il avait de la suie dans la gorge,
mais il n'en avait pas assez respiré pour que ça le tue. Jim a également une fracture du crâne. Le docteur Bill Bass, un anthropologue légiste travaillant à l'Université du Tennessee, est alors sollicité. Les 3 fractures ont la même origine. Celle-ci est un trou dans le crâne. Ça prouve qu'il a reçu un coup avec un objet contondant. Ce n'est pas le feu qui a fait ça. Sa mort est donc due à des brûlures et à un traumatisme crânien. Elle est classée comme un homicide. Le commandant Michael Overby demande à Jean Long de lui raconter ce qui s'est passé le soir de l'incendie. Jean affirme que son mari remplissait le poêle lorsque celui-ci a explosé. Vous avez dit qu'il l'avait rallumé à l'intérieur? Il n'était pas en train de le rallumer, mais de le remplir. Avec quoi? Du kérosène Comment était le jerrycan? rouge. Pourtant, le jerrycan rouge a été découvert à l'extérieur de l'atelier. Comment s'est-il retrouvé dehors? Je ne sais pas. Overby sait que le corps de Jim a été retrouvé avec les bras et les jambes étendus. Sous son corps, on a trouvé des bombes aérosols. Il en avait une sous la tête, une sous la jambe droite et une sous le dos. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai vraiment eu le sentiment qu'on les avait utilisés pour accélérer les dégâts du feu sur le corps. Il y a aussi des traces suspectes sur le bitume autour du corps. Ce sont des traces de liquide inflammable, là. Il n'y a rien d'autre qui laisse ce type de marque, rien. On trouve ces traces sur le bitume lorsqu'un accélérant, comme l'essence, est déversé sur quelque chose. Vous me suivez? Jean prétend avoir appelé les pompiers de la maison, mais les enquêteurs découvrent que la porte d'entrée est fermée à clé. Selon eux, si Jean l'a fermée en sortant, c'est qu'elle n'était pas pressée de sauver son mari. Son mari est en flammes dans l'atelier. Elle court dehors, mais ferme la porte à clé. Pour moi, c'est un élément capital. Vous croyez que les jurés vont avaler ça? Je peux vous assurer que ce ne sera pas le cas. Overby demande à Jean de passer au détecteur de mensonges. On lui a demandé de but en blanc si elle avait aspergé son mari d'essence. Elle a échoué à cette question ainsi qu'à celle concernant sa présence au moment du crime. Les enquêteurs apprennent ensuite que Jim Long reprochait à sa femme de passer trop de temps dans sa famille au Kansas. Le bruit courait même qu'il envisageait de divorcer. À la lumière de ces révélations, le commandant Overby pense que le soir du meurtre, le couple s'est violemment disputé dans l'atelier rempli de produits inflammables, Jean refusant l'idée d'une séparation. Nous pensons que M. Long et sa femme se sont disputés. Il a giflé sa femme, ce qui explique son bleu au menton. Et lui a eu le crâne fracturé parce qu'elle l'a frappé avec un objet dur. Overby est persuadé que Jean a aspergé Jim d'essence, qu'elle a mis le feu et a sorti le jerrycan de l'atelier par inadvertance lorsqu'elle est allée appeler les secours. On avait beaucoup de preuves indirectes. Elles nous ont d'ailleurs permis d'éliminer toutes les autres hypothèses concernant sa mort. Le lendemain des funérailles de son mari, Jean Long est inculpée d'incendie volontaire et de meurtre. Elle n'était pas bouleversée et n'a fait aucune déclaration. Elle s'y attendait. Jean affirme à ses avocats qu'une explosion a eu lieu dans l'atelier et que des preuves doivent se trouver dans les cendres. Sa famille engage Wade Crumbley et Barbara Moon pour la défendre lors de ce procès qui s'annonce long et difficile.
Barbara Moon rencontre Jean à la prison du comté. C'était une femme brisée. Elle se tripotait les mains et ne cessait de trembler. Elle m'a paru sincère et je l'ai cru. C'est aussi simple que ça. Une semaine plus tard, l'église de Jean réussit à collecter suffisamment d'argent pour sa caution. Sa famille soutient qu'elle et Jim formaient un couple heureux. Et la fille de Jim le confirme. J'étais contente qu'il ait rencontré quelqu'un. Il était heureux et il n'était plus seul. Quand on voyait Jim, Jean n'était pas loin. On ne les voyait pas l'un sans l'autre, ils étaient inséparables. Le mobile de Jim ne peut pas être l'argent, car l'assurance vie de Jim ne dépasse pas les 40 000 $. Pourtant, le parquet reste persuadé de sa culpabilité. Il pensait que lorsque l'occasion de se débarrasser de lui s'était présentée, elle l'avait aspergé d'essence avant de le brûler, et qu'elle avait ensuite tenté de faire croire à un accident. La défense demande à John Lantini, un expert en incendie reconnu, de leur donner son avis. Pour ce qui est de la qualité de l'enquête sur l'incendie, je n'en avais jamais vu d'aussi mauvaise. Pourtant, j'en ai vu beaucoup, mais celle-ci était la pire de toutes. Le commandant trouve la position du corps suspecte. Dès le début, nous avons pensé, vu la position du corps, avec les bras écartés au-dessus de la tête et les jambes allongées, qu'il avait été placé là. Mais tout au long des interrogatoires, Jin Long a affirmé qu'au début de l'incendie, son mari s'agitait en tous sens dans le but d'éteindre les flammes qui brûlaient ses vêtements. Est-il dès lors concevable que dans la panique, il se soit brisé le crâne en tombant sur la table en métal? Je peux vous dire qu'un choc sur le côté de la tête est à l'origine des fractures. Qui l'a frappé? Ou comment ce choc s'est produit? Ça, je ne peux pas vous le dire. Est-il possible qu'il se soit cogné à l'établi? Oui. Lantini considère l'inculpation d'incendie volontaire et de meurtre prématuré. Pour lui, le responsable, c'est le poêle. On remplit ce réservoir avec du kérosène ou du fioul. Ensuite, on lance une allumette dedans. Quand la flamme est éteinte, tout ça s'encrasse et la suie qui se dépose est aussi inflammable que du charbon. Donc, si on ne le laisse pas assez refroidir, ça peut être très dangereux. La chromatographie en phase gazeuse du résidu trouvé à l'intérieur du réservoir du poêle incriminé établit qu'il s'agit d'essence et non de kérosène. Il faut une température très élevée au kérosène pour qu'il s'enflamme, tandis que l'essence prend feu à une température relativement basse. La différence d'inflammabilité entre l'essence et le kérosène est énorme. J'ai enquêté sur de nombreux feux où les gens avaient mis par erreur de l'essence dans des poêles à pétrole et provoqué de violents incendies. Jean prétend qu'ils utilisaient le poêle à l'extérieur avant de le rentrer. Comme 4 litres d'essence équivalent à 20 bâtons de dynamite, lorsque Jim a versé l'essence dans le réservoir encore chaud, ça a entraîné une explosion, exactement comme Jean l'affirme. Les résidus d'essence à l'intérieur du poêle constituaient une preuve matérielle, et Madame Long était le témoin oculaire. Tout concordait. Elle n'aurait pas pu inventer ça. Le jerrycan rouge trouvé à l'extérieur de l'atelier et que les enquêteurs trouvent si suspect contient du kérosène. Cela prouve qu'il n'est pas impliqué dans le feu. Mais le parquet continue de penser que Jin Long a tué son mari. Qui les jurés vont-ils croire? Lorsque le procès de Jean débute, le parquet montre aux jurés la cassette de son interrogatoire durant lequel elle se contredit. Il s'est effondré? C'est ce que vous m'aviez dit. J'essaie de recouper ce que vous m'avez dit et de donner un sens à tout ça, mais j'y arrive pas. Je n'y comprends rien. Alors comment voulez-vous que j'y comprenne quelque chose, moi? Mais la défense utilise cette même cassette pour montrer autre chose.
le commandant Overby utilise une technique policière courante à la fin de l'interrogatoire et quitte la pièce en laissant la caméra branchée. Dans ce genre de situation, les suspects disent souvent quelque chose de compromettant. Mais cette fois, le suspect a dit autre chose. Mon Dieu, aidez-moi. Aidez-moi à lui expliquer. Vous savez que je n'ai rien fait. Il s'est produit le contraire de ce que le policier espérait. Il pensait qu'elle allait dire quelque chose de compromettant. Et en fait, elle s'est adressée à Dieu en le suppliant de l'aider à supporter cet interrogatoire pénible. Pour la défense, l'incendie est accidentel. Il pense que Jim a versé par erreur de l'essence dans le poêle encore chaud et a provoqué une explosion. Jean a tout tenté pour éteindre le feu et n'y parvenant pas, elle a couru appeler les secours. Jim s'est cogné la tête contre l'établi et s'est fracturé le crâne, ce qui a entraîné sa mort. La défense n'explique pas le fait que Jean ait fermé la porte à clé derrière elle, si ce n'est par habitude. Elle le faisait à chaque fois qu'elle sortait de chez elle. Jean Long témoigne pour sa propre défense. Elle nous est apparue comme une femme sincère et terrifiée par ce qui lui arrivait et parce qu'elle allait devoir revivre les événements de cette nuit-là. Les jurés n'entendent pas parler du détecteur de mensonges. Ces tests ne sont pas recevables pour une seule raison. Ils ne sont pas fiables, point barre. Pour ses proches, son échec au test s'explique par les médicaments qu'elle prenait. Elle était vraiment, pour ainsi dire, droguée. À l'hôpital, on lui avait donné des médicaments pour qu'elle reste calme et puisse digérer tout ça. Après 8 jours de témoignage, les jurés ne délibèrent que 3 heures avant de rendre leur verdict. Ils déclarent Jean Long non coupable de tous les chefs d'accusation. Ce procès n'aurait jamais dû avoir lieu. Ils auraient dû consulter un expert. Je suis spécialisé dans le décryptage des crimes avec violence et dans la reconstitution des scènes de crime. Aujourd'hui encore, le commandant Overby n'est pas d'accord avec le verdict, ni avec les conclusions de John Lantini concernant l'incendie. Je reste persuadé, comme je l'étais lors du procès, qu'elle a tué son mari. Mais elle a réussi à s'en tirer. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les jurés ont rendu ce verdict. Après son acquittement, Jean Long quitte l'État pour tenter de remettre de l'ordre dans sa vie. Elle a toujours beaucoup de peine, mais elle peut enfin se concentrer sur autre chose que son procès et faire un travail sur elle-même. Les vestiges de la maison et de l'atelier de Jim et Jean Long sont toujours là, rappelant ainsi que la médecine légale ne permet pas uniquement de confondre les coupables, mais protège aussi les innocents. J'espère que ça n'arrivera plus jamais. Que personne ne subira ce que nous avons subi. C'est à l'accusation d'apporter la preuve que l'incendie était volontaire, mais dans cette affaire, ils n'ont pas pu. Il ne s'agit pas d'une erreur de coupable dans une affaire criminelle. Il n'y a pas eu de crime. C'était un accident. Comme vous le savez sans doute, le fonctionnement de la justice est radicalement différent en France et aux États-Unis. Le droit français est strictement codifié, alors que le droit américain est essentiellement fondé sur la jurisprudence. Ainsi, alors que le procès pénal américain est entre les mains du procureur et des avocats de la défense,
Le procès français est organisé